Bonsoir, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver ce soir dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, le Burkina Faso, ou plutôt les déclarations du président Roch Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État fustige l'Europe au sujet de la crise libyenne. En marge de la réunion du G5 Sahel, il a demandé aux puissances occidentales de s'assumer. Dans cette heure consacrée au continent, nous irons au Sénégal pour parler de l'évolution des start-up en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est qualifié de paradis des start-up. Gros plan sur ces PME qui se multiplient dans le pays de la Teranga. Et puis nous parlerons aussi des Comores, des conséquences du cyclone Kenneth, des difficultés de la reconstruction et des mesures controversées du président Azali Assoumani pour faire face aux conséquences de cette catastrophe. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Doudou Sidibé, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes président du parti Rassemblement Populaire pour le Développement. Également avec nous, Hamidine Kane, vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Bonsoir. Bonsoir madame. Et en face de vous, Marc Bekal, maître de conférence à l'Institut universitaire de technologie de Troyes. Bonsoir. Bonsoir Mariam, bonsoir à vos téléspectateurs. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. La crise libyenne était au menu des échanges du dernier sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à Ouagadougou au Burkina Faso. Occasion pour le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré de plaider pour une résolution de la crise libyenne. Selon le chef de l'État, les puissances occidentales ont une part de responsabilité dans le déclenchement de cette crise. Les précisions de Ange Bijono-Mignon. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, met en cause les grandes puissances dans la déstabilisation de la Libye, qui est aujourd'hui l'une des causes du terrorisme dans le Sahel. Selon le chef de l'État burkinabé, si des questions comme celles libyennes ne sont pas résolues, les efforts de lutte contre le terrorisme resteront vains. Nous avons demandé aux grandes puissances, puisque c'est eux qui ont déstabilisé la Libye et créé cette situation, de prendre leurs responsabilités pour régler cette question. Il est clair que la vision africaine qui était au départ, à travers l'Union africaine, de rechercher les voies internes pour solutionner la question libyenne a été balayée vers demain. Le président burkinabé a tenu ses propos lors d'une visite de la chancelière allemande Angela Merkel dans le pays. Pour la dirigeante allemande, les pays européens doivent consentir plus d'efforts pour aider les pays du G5 Sahel à lutter contre le terrorisme. Une autorité donc de l'envergure du chef de l'État burkinabé, celle a le courage donc de leur dire en face, c'est bien, mais seulement ça ne change pas grand-chose, puisque la politique donc d'expansion continue, il faut que les pays des G5 mutualisent leurs forces d'abord, quitte à ce que éventuellement ceux qui veulent nous viennent en aide. Toutes ces questions liées à la sécurité ont été abordées lors du sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a réuni les présidents burkinabés, maliens, nigérians, mauritaniens, tchadiens et la chancelière allemande. Monsieur Hamidine Kane, quand le président Roch Marc Christian Kaboré accuse les grandes puissances d'avoir déstabilisé la Libye, êtes-vous d'accord? Je suis tout à fait d'accord, on l'a dit à maintes reprises et puis je crois que c'est le monde entier qui est d'accord. Même déjà Barack Obama, avant de quitter justement la présidence des États-Unis, avait reconnu que c'est à l'initiative de la France que la Libye a été attaquée. Donc ça, il faudra que les propos soient clairs. C'est les Occidentaux qui sont à l'origine justement de ce qui se passe en Libye. Et puis c'est justement c'est une implosion de cet État qui était un État bien organisé, qui avait qui avait des infrastructures, qui avait des moyens financiers pour financer son développement. Et puis la Libye a été déstabilisée pour ses richesses. Pour ses richesses uniquement, et puis on le voit justement à travers justement ce qui se passe au Mali. Le Mali aussi est déstabilisé pour ça. Il ne faudra pas le sous-estimer justement parce que le nord du Mali est plein de ressources. Déjà, il y a des ressources hydriques que beaucoup ne connaissent pas. De la Mauritanie au Soudan, il y a un océan d'eau potable. Un océan d'eau potable, les Libyens déjà avaient commencé à exploiter. De la Mauritanie au Soudan, il y a un océan d'eau potable. Ça déjà c'est une richesse énorme. Et puis à part ça, le Mali, dit-on, selon les analystes pétroliers, disent que le Mali recèle beaucoup plus de pétrole que la Libye à l'heure actuelle. Vous voyez? Donc, et puis à part ça, il y a l'uranium, il y a l'or, il y a le diamant dans le nord du Mali. Donc le Mali, tant que par exemple les Africains ne se rendent pas compte que
qu'il faudra qu'ils s'organisent, les pays africains seront tout le temps déstabilisés. Et puis la vision globale de l'Occident, c'est que l'Afrique ne doit pas se développer. D'accord. Pour en revenir au sommet du G5 Sahel, Angela Merkel a appelé les pays européens à consentir plus d'efforts pour les pays du G5 Sahel. Mais si la crise perdure, les efforts du G5 Sahel seront vains, Monsieur Bekal. Oui, absolument. En tous les cas, il faut des efforts. Il faut des efforts de part et d'autre, et particulièrement de la part des pays nantis. D'abord parce qu'ils ont des moyens de faire face à différentes crises. Et en second lieu, parce que, comme l'a souligné M. Khan tout à l'heure, les puissances occidentales ont une forte responsabilité. Cette déstabilisation leur profite quelque part. Est partie à une histoire, est partie de ce qui vient d'être souligné, à savoir que la Libye était un pays stable dont la stabilité contribuait également à celle de l'ensemble de la région et de la sous-région. Et donc voilà qu'on s'est engagé dans une guerre qui était totalement illégale. Parce que la guerre contre la Libye procédait d'un détournement du mandat de l'ONU. Ça, on le sait. D'ailleurs, lorsque Barack Obama a fait les déclarations que vous avez citées, il n'est pas dans une posture légitime à faire ce type de déclaration, pour la simple raison que cette fameuse coalition qui allait faire la guerre en Libye était composée des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, dont Nicolas Sarkozy était le porte-flambeau pour des raisons obscures, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Non, mais je crois que Alain Juppé, lorsqu'il allait faire la déclaration aux Nations Unies à New York, en lien avec justement la crise libyenne, disait qu'il est de la responsabilité morale de la communauté internationale d'intervenir en Libye pour sauver, pas la société civile, pour sauver les populations. Alors qu'on avait donné des chiffres complètement fantaisistes sur le nombre de victimes. Je crois qu'il est de la responsabilité aujourd'hui des puissances occidentales, non seulement parce que elles sont en partie, certaines sont en partie responsables de ce qui se passe dans le Grand Sahel aujourd'hui, mais également parce qu'elles en ont les moyens. Elles en ont les moyens parce que, on en reparlera tout à l'heure, il y a la force du G5. Il ne s'agit pas seulement d'un sommet, il s'agit d'une force militaire qui doit intervenir sur le plan Mais les investissements concernant cette force traînent toujours. Absolument, absolument, traînent toujours. Et à partir de là, on se pose des questions. On en revient également aux relations entre l'Afrique et l'Occident, à savoir que lorsqu'il y a une crise majeure en Afrique, on ne se précipite pas, n'est-ce pas, pour la résoudre. Je n'attends pas toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent résoudre nos problèmes, bien sûr, mais dans le cas d'espèce, je crois qu'il faut la crise qui frappe cette région atteint jusqu'à l'Europe avec les flux migratoires. Ouais. Et donc ça concerne tout le monde. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau ivre. Et par conséquent, je crois que le voyage de Mme Merkel est bienvenu, de travailler avec le G5, enfin du moins d'apporter un soutien financier et militaire au G5 Sahel. Et bien sûr, nous sommes là aussi pour dire aux Africains qu'il s'agisse des pays directement concernés ou d'autres pays, que voilà, il faut prendre cette question-là à bras-le-corps. Monsieur Khan, est-ce que l'on peut espérer une pleine opérationnalisation de la force militaire conjointe bientôt ? Bon, je pense que c'est possible, parce qu'il y a quand même des pays qui sont à l'avant-garde. Il y a le Tchad, il y a la Mauritanie aussi. Le Tchad est a de loin les forces les plus opérationnelles, parce qu'on le voit déjà au Mali, ils sont très, très en avance. Et puis il y a les forces mauritaniennes aussi qui sont aguerries, qui connaissent bien le désert malien, parce que c'est presque la même géographie que la Mauritanie. Donc ils disposent aussi d'avions et puis de
justement d'hélicoptères. Et puis les forces mauritaniennes ont été confrontées bien avant le Mali justement à ce phénomène terroriste depuis les années 2000-2004. Donc on est aguerri là-dessus et puis le renseignement militaire mauritanien est très vivace. Donc c'est les mêmes populations qui voyagent d'un côté comme de l'autre. Donc les forces mauritaniennes, on peut s'appuyer là-dessus et puis les forces tchadiennes aussi. Par contre, est-ce que ces forces arrivent à coordonner et parler une même langue? Justement, la langue de communication de ces forces, c'est justement le français, mais il y a d'autres langues de communication, hein, parce qu'il y a le Peul qui peut être une langue de communication, il y a le Moor, ça veut dire l'arabe, qui peut être une langue de communication qui est parlée et au Tchad, et en Mauritanie, et puis au Mali aussi, ouais. Au Mali, et puis le Peul est parlé dans toutes ces langues, dans tous ces pays. Donc je crois que s'il y a une coordination forte et puis il y a une volonté politique, je crois qu'il ne faudra pas qu'ils attendent beaucoup de financements étrangers. Ils doivent se concerter et financer par eux-mêmes justement ces projets pour essayer d'attaquer les djihadistes dans leur sanctuaire. Justement, pour parler de ces djihadistes, M. Sidibé, ces derniers mois ont été particulièrement sombres au Mali et au Burkina Faso avec la recrudescence des attaques terroristes qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines. Le G5 Sahel n'est pas là en train de regresser quelque part? Je pense que c'est une organisation qui est récente, depuis 2014, et qui, on doit lui laisser un peu de temps pour pouvoir s'organiser, mais également élargir ses bases. Quand je parle d'élargissement, je pense à intégrer d'autres pays comme le Sénégal, parce que le Sénégal aujourd'hui est troisième contributeur en Afrique en termes de soldats pour l'ONU, et également 7e contributeur au monde. Je pense qu'on ne peut pas écarter une telle puissance militaire sous-régionale et même puissance économique qui pourrait contribuer à renforcer le G5. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens. Et également, je souscris entièrement aux propos de M. Khan par rapport aussi à la volonté politique. Il faut que ces pays aient la volonté politique de vouloir aller de l'avant et prendre sur leurs propres fonds pour pouvoir financer certaines activités en attendant que d'autres, comme les pays européens, puissent les aider. Mais ces pays-là investissent beaucoup plus dans la défense. N'est-ce pas là un frein aussi au développement de notre côté? C'est-à-dire, ils financent plus. Ils se consacrent beaucoup plus sur le financement concernant les questions sécuritaires et quelque part, on laisse un peu de côté le développement. Et ça peut être une cause pour augmenter le terrorisme dans la zone. Oui, c'est vrai, parce que partout où il y a la pauvreté, ça devient un terreau pour le terrorisme. Les jeunes sont enrôlés facilement. Exact, mais la question du développement est très longue à régler. C'est très difficile, c'est très long. Donc en attendant, il faut s'attaquer aux questions sécuritaires. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter pour dire que lorsqu'on voit même à côté des violences exercées par les groupuscules djihadistes, il y a des conflits intercommunautaires qui ont des sources économiques. Et des sources économiques en ce sens que pourquoi est-ce que les djihadistes réussissent à enrôler facilement certaines populations rurales? Parce que ce sont pour la plupart des populations désœuvrées et donc qui sont facilement enrôlées. Et donc il y a une dimension socio-économique extraordinaire dans cette question et qui n'a d'ailleurs pas été écartée par le G5 Sahel. Justement, quelle réponse le G5 Sahel peut apporter à ces La réponse, c'est que, on l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a deux volets essentiels au G5 Sahel. Il y a le volet sécuritaire, le volet militaire, qui consiste à lutter contre les groupes djihadistes et puis endiguer, neutraliser les violences intercommunautaires, même que derrière, il y a certaines populations, certains groupes Peul qui pensent que les fameux chasseurs traditionnels, les Dozo, sont manipulés par le gouvernement central. Mais bon, ça, je n'ai pas d'éléments substantiels là-dessus. Monsieur Khan, nous ne sommes pas d'accord quelque part. Absolument. Ouais. Juste ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a donc ce volet de sécurisation, ce volet militaire, mais il y a également le volet économique qui consiste à dire que, vous voyez, il y a des parties du pays, au Mali, qui sont totalement délaissées, où il n'y a pas d'intervention de l'État, où l'État est totalement absent. Et par conséquent, si l'État est démissionnaire dans
certaines régions, voilà, c'est là la porte ouverte à tous les... Le nord du Mali et le centre du Mali sont deux régions qui sont délaissées et puis depuis les indépendances ont été délaissées par le gouvernement central malien. Et puis dans ces zones, justement, habitent les Touaregs, par exemple, les Peuls et puis les Sonrai. Et puis, par exemple, dans le centre du Mali, majoritairement, ils sont Peuls. Vous voyez, donc les violences dont vous parlez, effectivement, tout le monde s'accorde à dire, les renseignements européens et puis les renseignements africains disent qu'ils sont dirigentés par l'État malien. Ça, c'est maintenant sûr et certain. Et puis l'État malien, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Presque, par exemple, les organisations Dogon, on sait pertinemment qu'ils ont l'association dont on parle a été organisée par le gouvernement malien. Justement, pour le cas du Mali, une enquête du MINUSMA a révélé que l'attaque a été planifiée, ordonnée et coordonnée. Absolument, mais ça c'est vrai. Et puis venir dans des villages, massacrer tout le monde, hein, tout le monde, alors que les militaires sont là pour faire barrage, mais ça c'est incompréhensible. Et puis ça peut aller très loin parce que il ne faudra pas que les gouvernements africains, que ce soit au Burkina Faso ou bien au Mali s'engagent dans cette procédure parce que ça peut dégénérer en conflit régional. Parce que les Peuls représentent 120 millions d'habitants dans les 1 milliard d'Africains. Et puis si on prend, par exemple, on commence à les massacrer un peu partout, ça ne va pas le faire. Ah oui, mais oui, absolument. C'est les 50 millions qui sont au Nigeria, qui sont par exemple au Soudan, qui sont en Éthiopie, qui sont en République centrafricaine ou autres qui font appuyer, ou au Sénégal, en Mauritanie. Et puis là, après, c'est incontrôlable. D'accord, on va marquer juste une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.